très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 30. After Eight, c'est un talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, jeux vidéo, séries, parfois politique, mais cette semaine, on va plutôt parler de jeux vidéo puisqu'on va parler de la Switch que Nintendo a montré au public et à la presse il y a quelques jours. Et on a décidé d'enregistrer un épisode spécial. Je suis Daniel Andreev et de l'autre côté de la planète se trouve Benjamin François, alias Squix. Hello Benjamin, comment vas-tu, espèce de hater ? Salut Daniel, salut les auditeurs, ça va très bien. Hater, je vais essayer d'être raisonnable. Attention, c'est différent, c'est pas la même chose que hater. Je préviens tout de suite les gens, cet épisode sera passé... Moi je serai un peu le good cop et toi tu seras un peu le bad cop. Oh, tout de suite. Mais je vais commencer par hater tout de suite puisque... Ouais, tu attaques direct. On est dans la petite séquence où on raconte un peu nos lives. J'ai passé des moments assez durs puisque j'ai une douleur au dos suffisamment grande pour que je puisse ne plus endormir et que j'aille aux urgences. Donc je remercie encore une fois de plus le service hospitalier français. Les urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Ouais, pendant la nuit c'est très spécial d'y aller. Je suis allé à 4h du matin, je peux te dire que c'est particulier, c'est à vivre une fois. Mais... Tu vois passer des trucs. À chaque fois que tu vas aux urgences, tu vois toujours passer des trucs. Et tu dis finalement, mon urgence n'est peut-être pas très urgente. Ouais, en fait, j'ai toujours un peu ce que je me dis, si je bouge pas, j'ai pas mal. Donc, si je bouge pas sur mon fauteuil, j'ai pas honte parce que je me dis, ça se trouve, il y a des mecs qui arrivent déchiquetés et tout ça, ou des mecs, il y a énormément de mecs bourrés. Sur des civières et tout, je me dis bon, moi c'est moins grave peut-être si je bouge pas, mais si tu bouges pas, personne viendra te voir. Donc il y a un moment il faut trouver le juste milieu. Donc du coup j'ai passé une semaine un peu difficile avec plein d'antidouleurs et il faut voir toujours avec quel sourire quand le médecin me fait un arrêt de travail de 15 jours, je suis à mon compte, ça sert à rien. Ça sert à rien et j'essaye d'en rigoler. Donc plein d'antidouleurs, c'était une semaine un peu compliqué. Et si les gens veulent savoir ce que je me suis fait exactement, tu vois Solid Snake Metal Gear, quand tu tues un mec en lui tordant le cou et quand ça fait crack, ouais. je me suis fait ça mais sans me tuer et tout seul. D'accord, tu t'es Solid Snaké la tête. Je me suis Solid Snaké la tête, un mouvement que j'ai l'habitude de faire, j'ai fait des milliers de fois au yoga. Et là au yoga, et je sais pas ce qui s'est passé ce coup-ci, mais j'y suis allé comme un bourrinos et je me suis fait crack tout seul. Et là, en ce moment, la douleur commence à diminuer. Je pense que je vais pouvoir commencer l'ostéopathie. Et donc du coup... La conclusion, c'est le yoga, c'est dangereux, faites attention. Non, ma conclusion, c'est que pour canaliser un peu ma haine, je suis allé au cinéma. Tu t'es dit, je vais aller voir un bon film. J'ai vu The Last Face, qui est peut-être un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie. Et alors, sur l'échelle de la ligne verte, il se place où ? Je pense qu'il est pas loin de la ligne verte, ouais. Il est vraiment très bas. proche. C'est ignoble. Et c'est un film réalisé par Sean Penn. Et tu sais, moi, je me souviens des vidéos de Sean Penn qui traverse Bagdad, puisqu'il est allé à Bagdad même pour voir comment se passe. Et en plus, avant la chute de Saddam Hussein, il y allait, tu sais, il était avec ses lunettes noires, il était dans sa bagnole. Il disait, ouais, moi, je vais vraiment sur place pour vraiment voir ce que font les gens. C'est le Bernard-Henri Lévy américain, un peu, en fait. Dans sa limousine, il regarde les rues de Bagdad, c'était à se pisser de rire. Et là, il fait un peu le même film, mais genre, le bilan sur l'Afrique. Et c'est un peu son jour et la nuit, c'est vrai. puisque c'est sa meuf de l'époque. Je sais pas si c'est encore sa fille, mais c'est sa femme. C'est Charlize Theron. Et il lui met dans les bras, l'équivalent d'Alain Delon. Tu m'apprends qu'il a été avec Charlize Theron, tu vois. Ouais, non mais attends, le tableau de chasse de Sean Penn est... Non, je crois que maintenant il est avec une super jeune. Bon, bref. Sean Penn, voilà. Voilà. Mon estime de Sean Penn est très très basse. Et il lui met Javier Bardem dans les pattes. Et là, tu te dis que ça va être genre un couple détonnant parce que quand même, le sex appeal de ces deux personnes est inouï, quoi. Tu te dis là, il va se passer genre ça va être Out of Africa, mais ça va être un truc flamboyant puisque non, sans déconner, la sexitude de ces deux personnes, genre c'est extraordinaire. Ah, ça doit dégouliner de l'écran. Et alors, il nous raconte, et alors, dès que la première phrase, ça nous parle
des conflits en Afrique, de Sierra Leone, genre une espèce de carte, une carte très simpliste et dessinée par un enfant de 3 ans, ou enfin vraiment l'équivalent. Ou un Et stagiaire de CNN. qui se passe entre t'as le Liberia qui est marqué et la Sierra Leone, donc les points qui ont ravagé les deux pays pendant les dernières décennies. Et ils te disent et de la même manière ils ont été ravagés un peu comme un couple qui ne peut plus s'aimer, entre un homme et une femme. Et là j'ai fait La comparaison, putain. et j'ai fait oh lord, j'ai fait oh mon dieu, genre où est-ce que je suis parti. Et c'est l'histoire d'un docteur super beau gosse, médecin humanitaire, joué par Javier Bardem, et qui tombe amoureux de la meuf qui s'appelle de Charlize Theron, qui s'appelle Ren Peterson. En plus elle a le nom du robot dans Phantasy Star 3, ça m'a dérangé pendant tout le film. Et ils s'engagent dans ce lieu de conflit en Afrique, et ils arrivent quand même à s'aimer dans ce monde chaotique avec tu peux t'imaginer des villages entiers composés de tentes, et ils font des trucs ignobles. Alors c'est très très gore puisque ils font une césarienne au whisky. Et tu vois vraiment la main plongée dans le bite de la femme. Enfin, c'est vraiment, il y a un moment des boyaux qui servent des boyaux d'un corps humain qui servent pour ne passer pas, quoi. Tu vois, ils ont été mis comme une barrière. Littéralement, les corps. Tu sais que là, je suis en train d'imaginer la scène avec On va s'aimer de Gilbert Montagnier en fond sonore, donc ça marche pas du tout pour moi, alors. Et oui, et les corps des gens africains, ce n'est que c'est de la bidoche et des boyaux. Et au milieu, t'as cette espèce de beau médecin, genre, elle est joliment décoiffée, lui, il a les t-shirts un peu suants, tu sais, comme Robert Downey Jr. dans la grotte de Iron Man, tu vois, ouais. tout dans le premier Iron Man, genre, il est tellement cul, il est tellement sexe. Et ce film est d'une condescendance, puisque en plus ça s'ouvre et ça se termine sur donc Charlize Theron qui donne un discours au médecin du monde, genre pour que des très riches donnent pour que les très riches donnent de l'argent. Et disent, et grosso modo, son discours dit, ouais, mais eux aussi, ils ont une âme, ils savent lire et écrire, ils ont un travail, et c'est des vraies personnes. Et c'est ça le propos Et chose que tu vois pas du tout dans le film, donc si j'ai bien compris, parce qu'a priori, les Africains, ils sont là en figurant, quoi. Alors, s'ils existent, c'est vraiment comme des victimes. Ouais. Ou alors comme des fous, puisqu'ils sont drogués, c'est des assassins, quoi. Ils arrivent, ils tuent gratuitement des enfants et tout. C'est une représentation très très basique de l'Afrique et extraordinairement condescendante, puisque quand elle ne guérit pas les gens, quand Charlize Theron ne craque pas, elle caresse tous les têtes des enfants comme si c'était des petits chats. Oh putain. Ah là là, c'est genre et en plus tourné un peu à la genre, parce que Sean Penn a tourné avec Malik, tu vois, donc il y a une espèce d'influence malikienne dans la réalisation. C'est horrible, c'est ignoble, c'est d'une condescendance, c'est tout ce que tu peux t'imaginer. Je sais pas comment on peut avoir l'idée de réaliser un truc comme ça. C'est peut-être un des plus mauvais films que j'ai jamais vu. Et et en plus je peux même pas te le recommander parce que c'est même pas un nanar, genre tu y prends plaisir, c'est oh là là, tu t'emmerdes en plus. Oui, mais ce que tu regardes est tellement plus horrible, et puis ensuite il y a des moments où ils sont oh là là, où notre amour, on peut s'aimer malgré tout, et le mec il dit non, moi il faut que je retourne sur le terrain, enfin tout ça. Oh là là, horrible moment. Merci Sean Penn. Into the Wild, c'était déjà bien passablement de la daube condescendante, mais là putain, mais là c'est tragique, un tel niveau d'ineptie. Oh là là, genre oh là là. Mais tu vois, Into the Wild, j'arrive à sauver les belles images et la BO par Eddie Vedder, donc le message condescendant, je le zappe un peu. J'arrive encore à pas trop détester Into the Wild, mais j'imagine que là ça va pas du tout, quoi. Et en plus, ce film contient les plus mauvaises répliques de Jean Reno, encore moins convaincu dans ce film que dans Les Visiteurs 3. Mais tu sais, je crois qu'après quand on fera notre épisode spécial Besson, après il faudra qu'on fasse un épisode spécial Jean Reno, parce que sa filmo est incroyable. La filmo de Jean Reno, quand tu regardes, c'est waouh. Il arrive encore à s'en sortir quand il est en second rôle, mais quand il a le premier rôle, il tourne tout le temps de la merde. Là, il a un tout petit rôle et il doit avoir une vingtaine de phrases de tout casser. Mais alors, putain, mais il est absent dans toutes les phrases. Ah, et tu Jean sais, Reno, quoi.
Et le pire, c'est que c'est un mec il a une bonhomie sympathique, Mais oui. qui me le rend sympa et qui fait que j'arrive pas à dire que c'est vraiment un acteur de merde. Mais pourtant, je suis sûr que pareil. c'est un gars gentil. Ah mais quand je le vois à l'écran, je suis toujours content de voir Jean Reno. Mais derrière, il est nul comme acteur. Mais vraiment quoi, il a jamais été bon. Et pourtant, j'ai un capital sympathie énorme pour Jean Reno. C'est ça le plus fou. Non, Bon, mais bref. moi j'ai de la sympathie pour Charlize et Javier, mais alors Sean Penn, mais mais va te faire foutre avec tes films, quoi. C'est pas possible. Vas-y, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Qu'est-ce qui t'est marqué cette semaine? Alors, moi, il m'est pas arrivé grand-chose, mais par contre, cette semaine, il y a quand même eu du très très lourd aux USA, et notamment la publication par BuzzFeed d'un document supposément pondu par un mec du MI6, mais on sait pas trop, qui dit que Trump, lors d'un séjour à Moscou, a voulu passer la nuit dans la même suite qu'Obama, dans un hôtel où le FSB aurait des yeux et des oreilles, et il y aurait invité des prostituées pour qu'elles pissent sur le lit. Donc dans une volonté de, je sais pas, désacraliser l'endroit pour humilier la mémoire d'Obama, on sait pas trop. Le document tournerait dans les rédacs depuis octobre, donc la presse est largement au courant, mais ne prenant pas le document suffisamment au sérieux, n'avait jamais décidé d'en parler. BuzzFeed, eux, ont une approche un peu particulière, puisqu'ils ont carrément publié le truc pour que chacun puisse se faire son opinion, ce qui est complètement débile. Honnêtement, on t'envoie un truc comme ça, enfin, comment tu veux que Jean-Patrick Trou-du-Cul, il arrive à se faire son opinion juste en lisant un truc pareil, c'est complètement idiot. Soit t'arrives avec tes opinions déjà établies et tu changes pas d'avis, soit t'avais pas d'opinion et t'en as toujours pas après, quoi. CNN, ils ont décidé de parler de la rumeur sans mentionner le document ni donc l'épisode Golden Showers, ce qui était quand même plus sage, sauf que manque de bol, le simple fait qu'il parle du truc, Trump ça l'a mis en rogne, donc pendant son simulacre de conférence de presse, il a bien fait savoir à CNN qu'il était pas content en refusant de répondre à leurs questions. On a évidemment aucune confirmation de la véracité du document, et est-ce qu'on en aura un jour une? C'est pas sûr. Parce que ce genre de confirmation, d'ordinaire, ça sort pas des dossiers des agences de renseignement. Je veux dire, une info comme ça, déjà, d'habitude, ça sort pas. Et en plus, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est pas vraie, t'as encore moins de chances de le savoir. Après, le truc, c'est que depuis plusieurs mois, le Donald, il suce tellement la bite de Vladimir qu'il est tout à fait légitime de se demander ce que ce dernier a sur sa gueule, parce qu'il a forcément quelque chose sur sa gueule, c'est pas possible autrement. On en est à un point où Trump fait plus preuve de respect envers Vladimir Poutine qu'envers des sénateurs américains, donc il y a quand même quelque chose qui est super louche. Et puis le contexte complètement improbable et puis ubuesque du truc quand même, il faut avouer qu'un candidat supposément conservateur du parti républicain qui se fait uriner dessus par des prostituées russes, t'as forcément envie, sinon d'y croire, au moins d'en rire, donc évidemment ça a été du pain béni pour tous les comédiens et tous les auteurs depuis que c'est sorti. Et c'est un peu, si tu me permets juste un mot, c'est un peu l'arroseur arrosé, le mec qui te parlait tout le temps des fake news, qui disait ah non je l'ai lu sur internet, Complètement. Et là le mec c'est exactement ce qui. Et puis voir les supporters de Trump qui sont les premiers à croire dur comme fer à l'histoire du Pizzagate, de cette histoire de traite d'enfants sous une pizza que fréquenterait Hillary Clinton, qui tout d'un coup deviennent vachement plus circonspects sur le fait que ah non mais on n'a pas de preuves et tout. Enfin voilà, il y a un retour de manivelle. Évidemment, on peut pas prendre au sérieux ce rapport plus qu'on ne prend au sérieux l'histoire du Pizzagate, mais il y a quand même un côté ubuesque et comique à l'affaire. Et puis je voudrais quand même terminer en saluant le départ de ma mascotte, puisque Laurence Haïm nous a quittés, puisqu'elle est partie dans l'équipe d'Emmanuel Macron. Elle nous a quittés. Stop, Non, c'est l'équivalent d'un suicide médiatique pour moi. Laurence Haïm nous a quittés, elle est partie chez Emmanuel Macron. Tout est fini entre nous, Laurence. Je suis désolé. Je pouvais encore trouver un petit côté charmant à ces photos mal cadrées, à ces tweets écrits à côté de la plaque ou dans un anglais ou français approximatif. Mais là, Emmanuel Macron, ça va pas être possible, Laurence. Adieu. Je mettrai une petite musique de triste dans le fond. Tu mettras toutes les musiques de circonstances que tu veux. J'ai rien à ajouter. mais pas juste la marche funèbre, s'il te plaît. Mais justement, j'y pensais. Pas de requiem. Non. Un truc genre, mais un truc triste, mais pas le requiem, putain. Ah si, mais attends, mais elle est partie chez Macron, je veux dire. Enfin, on va peut-être encore bien rigoler, hein. Honnêtement, je suis triste. En plus, elle quitte les États-Unis, je veux dire, je vais même pas avoir l'occasion de la croiser, lui faire un hug, de faire un selfie avec. Enfin, t'imagines, mais tous mes rêves s'évanouissent. Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, esa papaya.
vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. Ça y est, on connaît la date, on connaît le prix, elle s'appelle sa Switch, et c'est la prochaine console de Nintendo. C'est à la fois une console de salon, mais une console qu'on peut bouger qu'on peut transporter. C'est l'avenir du jeu vidéo, et... Enfin, en tout cas, c'est l'avenir de Nintendo. Est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo? Ça, l'avenir le dira. Je ne sais pas. Écoute, est-ce que tu as pu la tester puisqu'ils ont lancé des phases de test au public à Paris, à New York, à Londres, au Japon, mais est-ce qu'ils en ont lancé à LA? Alors, je n'ai pas encore eu la chance de la tester, puisque, effectivement, comme tu dis, il y a une tournée avec différentes dates, et aux États-Unis, Los Angeles, ce sera le 5 mars, donc 2 jours après la sortie de la console. Donc, non, c'est vrai? Je pense que j'irai chez des amis qui auront la console le jour même avant d'aller la tester à un événement public, je pense. Ah merde, parce que c'est con, parce que jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était vraiment une bonne synchronisation, que toutes les phases de test, elles ont remarquablement fonctionné, dans le sens où elles sont dans le monde entier et partout en même temps, et surtout sans leak, puisque il y en a eu juste un sur 4chan, mais il y a eu très très peu de leaks concernant ces phases de test public. Mais ouais, donc si tu me dis qu'à Los Angeles, ça veut dire qu'ils ont fait une croix sur la East Coast, là. Non, parce que, alors, peut-être que je me trompe, hein, je me base sur un truc alors Los Angeles, c'est du 3 au 5, voilà, c'est ça, donc c'est le jour de la sortie jusqu'au 5. Ah merde, bon bah écoute, il faut envoyer... Mais sur la West Coast, San Francisco, ce sera du 24 au 26 février, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de me taper les 700 km pour aller, pour y jouer 2 semaines avant. On va juste expliquer ce qu'est la Switch de Nintendo pour les gens qui ne sont pas au courant, et j'imagine qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent qui ont rien à foutre des jeux vidéo. Je me demande ce qu'ils font jusqu'ici. Bah eux, ils vont être malheureux parce que ça fait 2 épisodes d'affilée qu'on parle de jeux vidéo. C'est pour eux. Il y a pas beaucoup de parité là. Donc alors il s'agit d'une console, c'est littéralement une console portable puisque c'est un écran LCD. C'est une tablette, hein, on peut dire. C'est quasiment une tablette. Sur les côtés, il y a des petits joysticks qui se déclipsent et qui peuvent être utilisés à part. On peut les rassembler en un seul joystick, et ça fait beaucoup de plastoc, mais c'est à peu près compréhensible. On peut brancher une manette traditionnelle, et on pose la manette sur son socle, la console sur son socle, et à ce moment-là, la console est diffusée sur la télé, comme le serait n'importe quelle console de jeux vidéo de salon traditionnelle. C'est ça le plus gros concept. A priori, elle a entre 2,5 et 6 heures d'autonomie, en fonction des cas. Et elle utilise beaucoup le Wi-Fi, d'après ce que j'ai compris, puisque, à part les fonctions en ligne, on peut relier plusieurs consoles entre elles par le Wi-Fi en local. Il n'a pas été question du tout d'une fonctionnalité 3G, 4G, ce qui est un peu surprenant pour une machine pareille. C'est très bizarre, ce qui veut dire que techniquement ton iPad est plus puissant, et peut faire plus de fonctionnalités. Ouais. C'est quand même super dommage parce que y avait quand même pas mal de monde qui s'attendait à une annonce d'un Monster Hunter, et on reviendra sur les annonces de jeux, mais un Monster Hunter sur une machine pareille où tu joues dans ton salon, puis d'un coup faut que tu y ailles, donc tu la prends, tu l'embarques avec toi et tu peux continuer à jouer en 3G, 4G. Alors peut-être qu'il y aura de la 3G, 4G, mais moi j'en ai pas entendu parler. Non, on ne sait pas à l'heure actuelle. A priori il y en a pas, et puis il y a pas de port, SIM en fait du coup. Donc a priori c'est que Wi-Fi. C'est très curieux, je trouve, comme choix, mais c'est très bizarre, mais après c'est une histoire de coût. Ah oui. Pour avoir essayé la manette, écoute, je trouve que la manette est assez efficace. Beaucoup de gens m'ont dit c'est trop petit dans la main, et c'est vrai que t'as une tendance à l'oublier. Et moi je l'ai essayé avec des dragons, tu sais, c'est ce qu'on appelle le Joy-Con déjà, donc share the joy comme on dit. Et on tient la manette dans la main, et ça tient vraiment dans la paume, mais il y a pas mal de boutons à actionner, donc il faut s'y repérer au début. Ouais. Et pour avoir fait beaucoup de ces petits jeux applications de One to Switch, donc c'est un des jeux de lancement de la console. Il arrive fréquemment qu'on les lâche tellement ils sont petits en fait. Ah ouais. J'ai failli péter un écran. Donc le coup de la dragonne, c'est pas une blague en fait. Ouais, heureusement qu'il y a des dragons. Ouais, je trouve que franchement ça va.
c'est assez accessible et il y a énormément de reconnaissance spatiale, enfin tout ce dont on a parlé sur le motion gaming de la Wii est de retour en fait avec cette machine. En fait, quand ils ont présenté la machine, ils ont dit que la machine héritait de toutes les avancées technologiques apportées par toutes les consoles précédentes, et donc évidemment ça inclut le motion gaming initié avec la Wii. Donc il y a le motion gaming, mais après il y a une nouvelle fonctionnalité, elle est assez impressionnante quand on trouve les applications qui sont dédiées, c'est-à-dire le 3D le retour de force. Ouais. Le 3D non, c'est le HD Rumble, le HD Rumble qui est en fait une fonction qui simule différentes choses qui peuvent arriver dans la main en fait. Par exemple, des glaçons qui tombent dans un verre, ça simule à peu près le mouvement que fait le glaçon dans le verre. Et plus spécifiquement, par exemple, c'est comme si tu avais une boîte avec des billes dedans et tu secoues par exemple la manette et ça fait vraiment comme si tu avais une boîte avec des billes dedans. Ça je suis vachement curieux d'essayer parce que pour le coup, c'est vrai que la fonction vibration et le retour de force sur les manettes classiques, c'est juste un putain de moteur qui tourne plus ou moins fort et ça simule pas grand chose quoi. Alors que là, c'est plusieurs moteurs qui tournent dans la manette à différents endroits et c'est vraiment bien fait, c'est assez flippant. Alors après, j'ai jamais réussi à avoir une fois sur 5, j'ai réussi à avoir le vrai nombre de billes qu'il y avait dans la boîte. Ouais. Ça veut dire que soit j'ai pas un bon contact avec la machine, soit ça marche moins bien que ce qu'on peut espérer. Mais surtout, je trouve ça aussi classe que je ne vois pas beaucoup d'applications de jeux vidéo. Et puis surtout, moi je me suis rendu compte que j'arrive même plus à savoir si un jeu auquel je joue utilise les vibrations ou pas, tellement je m'en fous en fait. Ça me fait plus grand chose. Comment dire, je m'en rendais encore compte au début, mais maintenant j'ai tellement pris l'habitude que la manette vibre ou pas, ça change rien en fait. Alors en fait, le truc qui est rigolo, c'est pas que quand elle vibre, mais c'est quand il y a un haut-parleur dedans et qu'elle t'invite à participer. Par exemple, quand t'as un coup de téléphone et que tu dois approcher la manette de ton oreille pour faire comme si tu approchais un téléphone de ton oreille. Ça, c'est une des fonctions un peu rigolotes et toutes ces applications un peu à No More Heroes, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, on a tellement eu de vibrations dans les mains qu'on sait plus trop si est-ce que ça vibre encore ou pas et surtout à quoi ça sert. Voilà, ouais. Donc, à quoi ça sert ? Est-ce que ça a vraiment une utilité ? C'est sûr qu'au niveau sensation, ça apporte toujours un petit truc, mais tu vois, comme je disais, on l'a tellement intégré que maintenant je me rends même plus compte. Mais je suis quand même très curieux de tester parce que ça a quand même l'air super au point et bien foutu, donc pourquoi pas. Et dans toutes les, alors ça, je te parle juste du point de vue pratique. La console, il suffit juste vraiment de le remettre et de l'enlever sur son socle. Et c'était pas du pipeau en fait. Ça fait vraiment une à 2 secondes de latence et plaf, tu y es. C'est quasi instantané, ça c'est cool. C'est vraiment instantané. Mais encore une fois, vu la taille de la console qui dépasse un peu l'écran, ça fait à peu près la taille de l'écran de la Wii U en fait. Ouais. Pour te donner une idée, donc oui, c'est un truc. C'est pas super portable quand même. Tu peux pas le mettre dans ta poche. Je verrai jamais de gens. C'est une console pas portable, mais c'est une console transportable. Ouais, tu verras pas des gens jouer ça dans le métro. Et puis ouais, non, surtout à Paris, t'imagines. Et l'autonomie un peu, c'est 2h30 quoi. Donc t'as juste le temps de faire ta map. Ouais, mais regarde, l'autonomie, honnêtement, tu prends un jeu qui est très bourrin sur 3DS, genre tu prends un Xenoblade sur 3DS. Honnêtement, au bout de 3 heures, ta batterie, elle est morte. Alors, ouais, après, tu peux la brancher en USB et la charger en USB. Ouais. Il faut voir aussi si ça fonctionne, si ça va fonctionner dans l'avion. Parce que je peux te dire que si tu prends ton vol et que tu te dis, putain, j'espère qu'il y a une prise USB et que là, t'as les fauteuils sans télé, sans rien, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. Et là, tu peux être deg. Et effectivement, ouais. Et puis en plus, sans parler de l'absence de réseau. Il y a un truc qui m'a fait tilter et je pense que toi ça t'a fait tilter avant de rentrer dans les jeux, dans les annonces de jeux. C'est leur politique de jeux en ligne puisque c'est la première fois que Nintendo décide de passer en modèle payant. Ouais. Donc pour 2017 ça sera gratuit mais après ça sera payant. Et ça a jamais été en ligne, ça a jamais été le fort de Nintendo. Ah leurs services online jusqu'ici sont très mauvais pour être gentils. On sait pas combien ça va coûter, mais voilà, on sait qu'il faudra passer à la casserole. Je m'attends à un prix similaire à la concurrence en face. Et honnêtement, comment dire,
le online payant, j'ai jamais été pour. Et pour toi, en plus, toi qui es un mec qui vient du PC. qui vient du PC, ça doit faire rigoler doucement d'avoir à payer pour jouer en ligne. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas non plus acheté les dernières consoles, si tu veux, c'est que la plupart des jeux en ligne auxquels je pourrais jouer, je les ai sur PC pour gratuit, donc déjà c'est pas une question que je me pose. Mais c'est vrai que j'ai eu une Xbox 360 à une époque et je payais pour jouer en ligne. Et à l'époque, on n'avait même pas de jeux gratuits, tu vois, t'avais pas l'offre PS Plus. J'ai eu l'offre PS Plus à une époque, mais c'était uniquement pour les jeux gratuits, c'était pas pour jouer en ligne. Bah écoute, moi je suis un abonné PS Plus et ça fonctionne vraiment chouette. C'est vraiment pas mal en fait l'offre PS Plus parce que tous les mois t'as 1 ou 2 ou 3 jeux gratos. Et qui sont des jeux plus ou moins récents en plus, pas forcément du vieux exemple, back catalogue pourri. Non, ce mois-ci, t'as Day of Tentacle, tu vois, il y a vraiment il y a des chouettes jeux qui, tous les mois, t'as peut-être un jeu qui va te plaire, c'est déjà pas mal, et en plus, si t'as une Vita, t'en as encore plus. Ça permet aux jeux d'avoir une deuxième vie, puisqu'ils sont exposés à un nouveau public, et moi, ça m'a permis de découvrir des trucs, vraiment des jeux que j'aurais jamais joué comme ça. Bah, pareil. Et mais Nintendo aussi, alors ça c'était un peu le rétropédalage, et ça toi je sais que tu y es sensible, c'est qu'ils ont annoncé qu'il y aura un jeu SNES ou NES de leur passé qui va être disponible pendant 1 mois. C'est ça. Et on leur a demandé un peu d'éclaircir ce point, et en fait on sait qu'on pourra y jouer pendant 1 mois, mais tu ne pourras pas le garder en fait. C'est ça. Alors en fait, quand il y a eu l'annonce du jeu NES et Super NES mensuel gratuit, évidemment, tout le monde a fait ouh, tout le monde a fait ouh, parce que c'est pas dans les habitudes de Nintendo quand on voit les tarifs de la console virtuelle. Et le catalogue de classique Nintendo, il est intestable. Voilà, leur catalogue de classique, il est génial, et que les mecs, ils capitalisent dessus depuis des années avec les prix de la Virtual Console. Le truc, c'est que tout le monde s'attendait à ce que ce soit un service du même genre que PS Plus ou Xbox, c'est Gold qu'elle s'appelle l'offre Xbox, je sais plus, enfin bref, il y a la même chose en face. Gold for Games, Games for Gold, voilà, je sais plus. Tout le monde s'attendait à ce que t'as 1 mois pendant lequel tu peux, entre guillemets, valider l'achat de ton jeu gratuit, mais c'est-à-dire qu'ensuite il apparaît dans tes jeux achetés, donc tu peux le récupérer autant que tu veux. Et en fait, non. A priori, on se baserait sur un système qui rappelle le Satellaview, c'est-à-dire que le jeu il est disponible un certain temps et ensuite il ne l'est plus. Donc t'auras ton jeu NES et Super NES pendant 1 mois auquel tu pourras jouer, et donc a priori, alors je sais pas comment ils comptent faire ça, uniquement online, est-ce qu'il y aura une clé d'activation, je sais pas comment techniquement ils vont valider le truc, mais l'idée c'est que au bout d'un mois tu peux plus jouer. Ouais, alors c'est sous réserve parce que je pense qu'il va y avoir un rétropétalage, c'est pas possible autrement. Moi honnêtement, déjà je comprends pas comment ils ont pu avoir cette idée là, genre on t'offre un jeu pendant 1 mois et ensuite on te le reprend, c'est aberrant. Dans le genre online et aberrant, pour moi encore plus aberrant, c'est l'application pour le voice chat en fait. Ah, qui sera sur smartphone. Alors c'est ça qui est paradoxal avec Nintendo, c'est que pendant des années le smartphone n'existait pas. Ouais. Genre il y avait, c'est comme si le téléphone n'avait pas existé, et là tout d'un coup ils partent du principe que tous les gamins ils vont avoir un smartphone, ce qui est très ambitieux quoi de penser ça. Et donc pour parler avec tes copains, il faudra d'abord, en plus de payer le mode en ligne, il faudra une appli sur ton smartphone, ce qui me paraît fou de difficulté par rapport au Nintendo qui a l'habitude d'être plug and play et facile à comprendre pour les enfants quoi. Ça me paraît complètement débile. Paradoxalement, le contrôle parental se fait via smartphone, et ça je trouve ça génial, c'est une excellente idée. Je pense que ça devrait devenir la référence absolue dans le domaine, genre ça clairement. Faut que les autres d'ailleurs, la vidéo de présentation était limpide, claire, et je pense que c'est un des trucs les plus drôles que Nintendo ait jamais fait en 20 ans. C'est même un des trucs les plus limpides qu'ils aient proposé, hein, parce que l'histoire des jeux NES et Super NES, par exemple, c'était pas clair du tout. Le online, il y a encore plein de questions. Le contrôle parental, c'était clair, net, sans bavure, bien expliqué, c'est bien foutu, c'est bien conçu. Et honnêtement, pour moi, ça doit devenir la référence, je suis d'accord. J'aurais détesté que ça existe de mon temps. Ah putain, si mes parents avaient eu ça, j'aurais été tellement deg. Genre, wow, t'as plus qu'une heure pour jouer à ton Fantasy Star. Oh putain, là là. Mais c'est vrai que à côté de ça, cette histoire de voice chat par smartphone, enfin, déjà, quel intérêt pour des gens qui ont déjà tous Skype ou WhatsApp ou FaceTime, enfin, je veux dire, t'as déjà 35 applis pour le faire. Pourquoi on aurait besoin d'une appli Nintendo? Ça n'a aucun sens. Et c'est vraiment, vraiment bizarre. Et au registre des bizarreries, qui pour le coup sont plutôt cool, la console est annoncée comme n'étant pas zonée, et ça c'est bien, parce que c'est la première console de salon Nintendo, à ma connaissance, à pas être zonée.
Alors qu'ils avaient fait la connerie de zoner la 3DS, un truc que dont moi je souffre encore chaque jour, puisque en tant qu'immigré à l'étranger, ça veut dire que je peux pas acheter mes jeux où je veux ou quand je veux. C'est très con, mais là, pour la Switch, ils ont décidé finalement de virer le zonage. Alors, ils ont mon ami Quix, n'oublie pas qu'aujourd'hui le zonage se fait surtout par les stores en fait. Et le zonage se fait en software aussi. Ils ont dit que Nintendo ne généraliserait pas le zonage, que la console en elle-même ne l'est pas, mais après c'est à la discrétion des éditeurs, donc il peut encore y avoir des jeux zonés. Oui, et surtout le store, c'est vraiment ça qui fait le zonage aujourd'hui. C'est est-ce que tu as accès à un store d'un autre pays ou pas? C'est ça la vraie question en fait. Et moi je sais que si j'ai pas accès au store japonais, je vais tu vas être malheureux, ouais. Oui, alors que justement, au contraire, le store japonais de la Wii U est quand même assez chouette, justement. Le zonage des stores, c'est ce qui fait que je me traîne un compte PSN américain et un compte européen, alors que j'aimerais bien merger les deux, mais je peux pas, donc c'est très très chiant. Et moi, j'ajoute un compte japonais, puisque j'en ai 3 sur mon somme. Et maintenant qu'on a fait un peu le tour de toutes ces annonces et de tout ça, je vais juste rassurer un peu les gens. On va parler des jeux. La console a l'air assez solide, ça a l'air du matos Nintendo, et comme il n'y a pas de lecteur optique, je suis assez confiant dans les consoles dans la solidité sans lecteur optique. C'est des petites cartouches format PS Vita. J'aime bien le design. Honnêtement, je trouve qu'elle a de la gueule. Je suis pas fan de la version aux couleurs bleu-rouge là. Je trouve vraiment que ça jure, mais la couleur en toute noire, grise comme ça, moi, j'aime bien. Je préférais en blanc, mais si j'avais à la prendre, je prendrais avec les bleus et le rouge parce que justement, ça fait plein de bouts de plastoc. Si jamais je les perds, c'est facile à perdre tous ces petits trucs. Il y a vraiment, t'as vraiment beaucoup de bouts de plastoc. Et tu les retrouverais mieux en bleu-rouge comme et ça. Et je pense qu'en bleu-rouge, je les trouverais mieux. Et bon, alors, si vous êtes bordélique comme Daniel, prenez la version couleur. Et ouais, et aussi ça fait pas trop plastoc. Tout l'ensemble, je trouve que ça fait assez solide, ça fait un petit peu plus ça fait vraiment beaucoup plus high-tech que la Wii U. Quoi. Putain, mais la Wii U, la mablette c'est vraiment VTech quoi, c'est atroce. Ça fait un peu my first console. Ah ouais. La Wii U ça allait pas du tout de ce côté-là. À l'intérieur, techniquement, je pense que c'est de la Wii U plus, parce que tous les premiers jeux ont la gueule de jeux Wii U. Et moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Il y a même des gens qui disent que par exemple le Zelda qui est prévu simultanément sur Wii U et NX ramerait sur NX alors qu'il serait plus fluide sur Wii U. Enfin sur Switch. Ça on peut pas savoir tant qu'on n'a pas les deux versions côte à côte. Faudrait qu'on ait la version finale bien sûr, mais ouais, parce que les gens qui comparent le trailer de la version Wii U de l'année dernière à ce qui est sorti aujourd'hui sur Switch, ça n'a aucune valeur. Le seul truc qui peut fonctionner, c'est les deux versions côte à côte et c'est rien d'autre. Sur tout ce qui est framerate et qualité graphique à l'heure actuelle, on peut pas trop se prononcer parce que c'est évidemment pas des versions finales, donc évidemment il est trop tôt pour en parler. Mais il y a encore il y a plus que 7 semaines pour avoir le carnet, c'est très court cette semaine. Mais tu sais, les jeux qu'on a vus dans la démo, c'est forcément des vieilles builds parce qu'il a bien fallu monter les démos, il a fallu monter les présentations, donc c'est forcément pas les dernières builds. Et écoute, puisqu'on parle de Zelda, autant allez, t'as commencé avec Zelda, vas-y. Autant commencer sur Zelda. Qui est le jeu qui a fini la conférence, hein. Tout le monde attendait en se disant, mais pourquoi ils en parlent pas? Écoute, je pense que c'est la première fois que je suis emballé par un jeu Zelda. Depuis 15 ans, facile. Et après, c'est une histoire d'intime conviction. J'ai l'intime conviction que ça va être un des plus grands jeux de l'univers. Ah ouais? Ah, je suis persuadé, je vois exactement la portée de ce qu'ils ont fait. Tu peux me dire tout ce que tu veux sur le framerate, machin, les plaines vides et tout ça. Je pense pas que tu puisses m'influencer sur le fait que je pense que ça va être extraordinaire. Je pense que ça va être un jeu comme on a rarement vu, mais j'en suis intimement persuadé. Je pense que ce sera un super jeu, et je pense que ce sera mon dernier jeu Wii U, donc je suis très content. Je serais content d'enterrer ma Wii U avec. Tout comme j'ai enterré mon GameCube avec Twilight Princess, alors. Et oui, et en plus il y a cette vieille habitude il vaut mieux prendre le jeu de sortie le jeu sur la console qui sort plutôt que sur la console qui arrive en fait. Parce que techniquement pour les mêmes raisons que tu disais, parfois ça rame, parfois c'est pas parce qu'ils maîtrisent plus l'ancienne. Ouais, et puis surtout parce que t'as envie de boucler ton histoire avec la précédente console quoi. Alors moi et le simple point de vue investisseur, la version sur la console précédente vaut toujours plus cher que celui sur la nouvelle.
Oui, et puis, écoute... Regarde le prix des jeux le prix de la version GameCube. Non, mais il y a l'investissement de départ aussi. Hein. Là, tu vas raquer 60 € pour acheter un jeu au lieu de dépenser 60 €, plus 300 pour la console, plus peut-être une manette supplémentaire. Enfin, voilà, il y a cet investissement-là. Investissement à part, je pense que ça va être un jeu extraordinaire et je n'ai qu'une envie, c'est d'y jouer maintenant. C'est ma boule. Je pense qu'ils ont fait un truc, fou et je sais pas. Tu sais, c'est comme quand j'ai fini The Last Guardian où je me dis mais quand est-ce qu'on aura l'occasion de voir quelque chose comme ça, et je suis intimement persuadé qu'on est dans ce genre de... Que c'est la fin d'un cycle là. Plutôt que c'est de genre de ce niveau de finition là. Écoute, si je peux te rassurer, je ne vais pas essayer de te convaincre du contraire, puisque moi, s'il y a un jeu qui m'a vendu la Switch, c'est Zelda en fait. Le jeu, j'étais dubitatif mais curieux, j'étais, tu vois, ouvert à l'idée, pourquoi pas, tout ce que j'en avais vu jusqu'ici. Et puis le dernier trailer, le début du trailer, tu vois, genre ouais. Et puis voilà, la deuxième moitié du trailer, quand ça commence un peu à devenir un peu, tu vois, grandiloquent, avec des gros combats de boss, je me dis, bon, allez, ok, c'est bon, je suis vendu. Moi, j'ai pas la Wii U, donc du coup, peut-être que finalement, je prendrai une Switch. Alors, je vais peut-être pas la prendre Day One, je vais certainement attendre. Je vais peut-être même emprunter la Switch de mes potes qui la prendront Day One pour essayer Zelda. Tu sais très bien de qui je parle. Et... mais oui, une console pour 20. Voilà, il la rentabilise. Les beatniks là, ah non, mais ils rentabilisent. On rejouera à Mario Kart et puis voilà. Mais il faut que tu leur dises qu'il y a que 32 Go dans la console. Ils peuvent pas en mettre beaucoup. Ah putain, ça c'est un truc qu'on a oublié de dire. 32 Go de mémoire interne, c'est scandaleux. C'est nul à chier. Si tu veux parler trop peu. Des trucs scandaleux, c'est le prix des accessoires aussi. Ah, on va revenir sur le prix parce que le prix des jeux aussi, enfin tous les prix en fait. Tous les prix sont ma boule. Allez, gardons-nous les prix pour la fin. Restons positifs pour l'instant, donc oui. Donc Zelda, oui, j'y crois à mort, mais j'y crois à mort sur Wii U aussi, donc. Moi, j'ai pas eu la chance d'y jouer, j'ai pas de Wii U, donc j'y crois à mort pour la Switch. J'attendrai un peu que la ludothèque soit un peu plus étoffée pour la Switch. J'attends de voir si les tiers vont tous abandonner la console au bout de 6 mois comme ils font d'habitude. Mais pour l'instant, il y a l'air d'avoir un support des tiers, mais comme d'habitude, en début de vie de machine, les tiers sont toujours enthousiastes, et puis au bout d'un moment, voilà. Non, mais attends, on va en parler des tiers. J'ai eu l'occasion de jouer à Mario Kart 8, donc Mario Kart 8 Deluxe ou Plus ou whatever. Bon, c'est le même jeu. C'est le même jeu avec des persos en plus. Et le retour du mode battle, voilà. Alors ça m'a fait plaisir. Ils ont compris qu'il fallait faire des circuits battle. Alors j'espère qu'ils vont être intéressants parce que le mode battle, putain, moi j'avais passé des très bons moments sur le mode battle SNES, de la SNES et N64. Pour moi, le mode battle de la N64. Moi, j'étais un mec de circuit, par contre. Sur N64. Ah ouais? Ah non, moi j'adorais. Moi, c'est à partir du GameCube où le mode battle est devenu nul à yesh. Mais le mode battle de la N64 avec Brickfort sur N64, tu peux pas tester. Il était tellement cool. Je déteste Mario Kart sur GameCube. Je le déteste. Je le déteste pas, mais le mode battle, je le pouvais pas. Ça a été une déception complète. Moi, je l'aimais bien parce qu'on pouvait jouer à 8 et jouer à 8 en LAN, c'était vraiment cool. Mais bon, t'as le jeu intégral, donc avec tout le DLC. Il y a les DLC avec, ça c'est bien. Ouais, mais pour 60 € quoi. Bah full price, ouais, fallait s'y attendre. Voilà, et donc ça c'est quand même petit bras. Et en parlant de bras, j'ai joué à ARMS. Alors. Donc ARMS c'est un peu leur jeu concept pour expliquer que tu peux utiliser les Joy-Con un dans chaque main et faire des mouvements de boxe pour donner des coups. C'est Wii Box avec une manette dans chaque main. Voilà, alors ça reprend exactement l'aspect de Wii Sport que je déteste, c'est-à-dire faire les mouvements de boxe pour donner des coups de poing. Je trouve ça nul, je trouve que ça fonctionne pas trop. Et là, ils essayent de faire un jeu un peu technique, c'est ça qui est assez rigolo parce que il y a un petit peu de technique, il y a un peu de stratégie à faire. Je pense que si t'es bon à ça, tu es intouchable. Une fois que t'as compris les techniques, les machins, il y a des gardes, il y a de la parade, il y a des shops. J'aime bien le design un peu très Dreamcast. Ouais. C'est vraiment ça fait très genre un peu très coloré, très couleur, on s'en fout. C'est très coloré, ouais. Mais alors pour ce qu'on en a vu, je pense pas que ça fasse un. Mais 60 €. Ouais, je pense pas que ça soit un jeu full price, mais ça c'est fou. Et surtout, mais ça on aura l'occasion. Enfin, si, parlons-en. Un One to Switch. Genre, je comprends pas pourquoi ce genre de truc n'est pas en bundle. Alors, mais pareil, pendant la présentation, nous, tout le monde, moi j'étais en train de commenter sur Radio Kawa en direct, et on était tous persuadés que ce serait le Wii Sport de la console qui serait fourni avec pour montrer les possibilités de la machine.
Et non, il est vendu à part. Alors, je sais pas combien il sera, mais on peut imaginer un 50 ou 60. Je crois qu'il est à 40€. 40, donc c'est déjà mieux, mais ça reste cher pour un machin qui aurait dû être en bundle, sans déconner. Ouais, parce que surtout si tu tapes la console et tu tapes en plus les jeux, c'est vrai, la facture, elle augmente quand même de manière... Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a pas un bundle avec Zelda aussi. Bon. Alors, bundle avec ça Zelda... Ça doit être histoire de quantité. Hein, tu sais. Moi, je pense que bundle avec Zelda, c'est parce qu'ils ont trop moyen. Ils savent que tout le monde va prendre Zelda ou presque, donc ils vont faire gratuit dessus. Donc je pense que ça aurait été cramer une cartouche de faire un bundle. Mais par contre, en bundle avec One to Switch, là, ça par contre, je comprends pas. Ou même avec donc, Arms à la limite, hein, parce que Arms, c'est franchement pas un jeu qui va se vendre. Alors peut-être que j'ai trompé, hein, peut-être qu'il va se vendre des millions, mais je pense pas. Et les trucs de One to Switch sont plus ou moins réussis parce que tu peux jouer à la parade et parade et à l'attaque au kendo. T'as pu en tester combien? Il y en avait combien dans la démo que t'as vu? Il y en avait 6. Et alors, il y avait le truc de Cowboy. D'ailleurs, j'ai adoré pendant cette vidéo, pendant 2 secondes, il y a la moitié du globe qui putain, ils ont dit, oh, ils ont Red Dead Redemption. Ah non. Mais non, là, nous, on croyait Red Steel 3. Ouais, ils ont Mad Dog McCree version toute moche, là. Ah non, attends, parce que Mad Dog McCree, c'est beau. Il y a vraiment des gens qui ont cru Red Dead Redemption, nous jamais, hein. Nous, on était là, Red Steel 3, quoi. Moi, j'en ai vu. Hein. Oh la vache. Ah, c'est dur. Le chat de YouTube était génial. Ah, le réveil a dû être dur. Et oui, et puis en fait, c'est un jeu où je fais juste brandir le Joy-Con et le pointer en appuyant sur le bouton, quoi. Bah, c'est... voilà. T'as pu en tester 6. Est-ce qu'ils ont dit combien il y en aurait dans la version finale des mini-jeux? Je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de manières de se marrer avec le truc de traite des vaches, en fait. Il y a un jeu où tu traites les vaches. Il faut que tu regardes la personne dans les yeux en faisant un mouvement qui ressemble à la masturbation inversée, en fait. et j'ai envie de voir des gens en train de jouer à ça. Je m'en fous du jeu. Je veux voir des gens en train d'y jouer. Il y a un truc que j'ai trouvé très très dommage avec One to Switch, c'est que en gros le concept c'est de faire des jeux où t'as pas forcément besoin de regarder l'écran, et du coup ça m'a évidemment rappelé Johann Sebastian Joust. Pour les gens qui connaissent pas, Johann Sebastian Joust, c'est un jeu qui tourne alors sur PS3 et sur micro-ordinateur et qui utilise des PS Move mais qui n'utilise pas d'écran. Et tu joues avec la musique, et quand la musique accélère, t'as plus de liberté de mouvement, quand la musique ralentit, t'en as moins, et l'objectif c'est de bousculer tes adversaires pour que leur PS Move enregistre un mouvement, et du coup ça les élimine. Bon, j'ai expliqué sommairement, je sais pas si c'était très clair, mais voilà. Et tu peux jouer jusqu'à 8, et c'est fantastique. Et le fait que One to Switch soit limité à 2 joueurs, ça m'a un peu déçu sur le coup, parce que je me suis dit, quitte à reprendre le concept, c'est dommage de le limiter à 2 joueurs. Après, vu le prix des Joy-Con, je commence à comprendre. Ouais, c'est vrai que tu pars du principe que tous les gens qui auront la console auront au moins un set de Joy-Con, mais et puis sûrement un deuxième pour jouer à 2 au moins, quoi. Et que tu peux en filer un à un mec, donc ça fait 2 Joy-Con. Ouais, mais tu vois, du coup, ça fait une infrastructure un peu chéro. Après, c'est vrai que les Joy-Con, vu que tu peux en prendre... Enfin, tu sais, les Joy-Con, on part d'une paire, évidemment, donc tu peux en prendre un pour jouer et enfiler un à l'autre. Tu peux déjà jouer à 2 avec un seul Joy-Con. Donc, effectivement, il n'y a pas forcément besoin de réinvestir dans une paire, sachant que la paire coûte 90€. Donc oui, il y a tous ces donc One to Switch, je trouve ça nul. Je trouve ça nul de simple fait de payer pour des trucs comme ça, en fait. Ça aurait dû être en bundle, honnêtement. Parce que quand tu vois le monde aujourd'hui, où tu vois toutes les machins sur téléphone portable, les applis pas chers sur lesquels tu peux avoir à peu près le même genre d'expérience, et que on te fasse payer un truc aussi Et puis surtout, quel meilleur jeu... Un jeu retail pour ça, c'est fou, quel quoi. Meilleur jeu pour démontrer les capacités de la machine. Je veux dire, celui-là va vraiment exploiter les petites fonctionnalités que les autres éditeurs utiliseront jamais. C'était celui-là le Wii Sport. Je comprends pas. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait de Wario pour la sortie de la console. En général, quand il y a un Wario, les sorties de console se passent bien. Ils auraient pu emballer One to Switch dans un design Wario aussi. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça. C'était assez facile à faire. C'est bizarre. Ça aurait été génial. Parce que du coup, je trouve que One to Switch manque vachement d'identité, en fait. Ça pourrait être un truc sorti par un indé avec zéro patte, zéro valeur ajoutée derrière, quoi. Il faut que tu vois la gueule de la meuf qui fait la traite des vaches. Tu sais, il y a une photo. C'est une photo, mais on dirait que c'était pris dans un stock d'images. Ouais, non, mais c'est vraiment curieux. Les têtes d'acteurs complètement lambda, j'adore. J'ai envie de les prendre en photo tout le temps à chaque fois que je les voyais. Mais donc, ouais, non, ça n'a que très peu d'intérêt, enfin, surtout... sur le long terme, enfin, est-ce que tu t'imagines jouer à ça pendant plus de 20 minutes, quoi? Non, même question avec Arms, hein. Est-ce que tu t'imagines passer une soirée là-dessus? Moi, honnêtement,
pas l'impression. Honnêtement, Arms, j'ai fait 2 parties, j'ai arrêté, j'ai fait, ok, c'est bon, je vois ce que c'est, je bouge les bras pour faire machin. Mais moi, si je pouvais appuyer sur le bouton et ne pas bouger les bras, je le ferais. Ouais, pareil. Et les autres jeux de sortie, c'est soit de la licence. Splatoon, on peut parler de Splatoon il y a- vite fait. Non, Splatoon n'est pas un jeu de sortie. C'est pas un jeu de sortie. Oui, t'as raison. Splatoon Non. 2 n'est pas un jeu de sortie. Splatoon, il est sorti pour cet été et je trouve ça bizarre qu'ils auraient pu faire au moins une sortie comme sur Wii U, c'est-à-dire une partie Mais une partie jouable et puis ensuite qui s'améliore avec des mises à jour. moi, je pense qu'ils Mais, sont à la ramasse sur leur online et que c'est pour ça que le service est gratuit au début. C'est parce que ils sont à la ramasse et que Splatoon étant quasi exclusivement multi, ils ont pas annoncé de mode solo pour Splatoon 2, hein, je crois pas. Donc, je pense qu'ils en mettront un ce coup-ci dès le début quand même. je sais pas. En tout cas, moi, mon opinion, c'est qu'ils sont ils sont encore à la ramasse sur le online et qu'ils attendent de vraiment être prêts pour lancer Splatoon. Mais bon, c'est une hypothèse. Moi, je regardais le line-up et j'étais en train de me dire, mais si tu mets Splatoon en sortie, ça veut dire qu'il y aura rien d'ici septembre, tu vois. Oui, puis ils se gardent des cartouches parce que le Mario sort Ouais. assez tard, donc évidemment, il va falloir l'alimenter, la machine. Voilà. Alors, la promesse du Mario, je pense qu'il va être fantastique. Je pense qu'il va être formidable parce que il a l'air génial et fou à la fois, cette espèce de mélange être humain et Moi, ça m'a horrifié. Voir monde des êtres farfelu. humains, ça m'a horrifié. Je pense que ça peut être extraordinaire. Je pense que ça peut nous valoir des années de thérapie de voir, mais de voir complètement. Mario brancher des meufs normales. Sauter à la corde avec des êtres humains qui n'ont pas d'yeux ni de visage. Et du coup, mettre Mario dans un contexte New York, ça veut dire, ça veut dire quoi? Il y aura peut-être des gangsters. Ça veut dire le film quoi Super Mario Bros. Ça veut dire il y aura peut-être les terroristes du 11 septembre, j'en sais rien, quoi. Genre mettre Mario dans un contexte réaliste, je pense que c'est insane. Je pense que c'est fou et je pense que c'est suicidaire et à la fois ça a l'air d'être un monde ouvert. Donc mais c'est tous genre les trucs où on un voyait monde pas. bac à sable et les jeux bac à sable. Le précédent jeu bac à sable Mario, c'était Mario Sunshine que je déteste, mais le précédent c'était Super Mario 64. C'est en général leur jeu le plus ambitieux. Leur jeu les plus ambitieux et j'ai la foi. Je pense que ça va être je pense que Mario Odyssey sera extraordinaire, mais encore une fois, on n'a pas pu y jouer, on a vu juste une petite démo. Ouais, Ça a l'air, je suis assez ça a l'air curieux. gueudin. Ça a l'air gueudin comme Mario, comme Sonic Adventure était fou et je pense que c'est ce cap entre Sonic et Sonic Adventure où Sonic ne bougeait pas la bouche et là tout d'un coup il bougeait la bouche et en plus on voyait ses dents. Et à partir du jour où t'as pu voir Sonic, les dents de Sonic, Sonic c'était plus pareil. Et je pense qu'il y aura énormément de moments comme ça dans, Le jour dans où Mario. Sonic a montré ses dents, ma vie a changé. Non, mais moi, c'est honnêtement, clairement plus le même jeu, quoi. je suis vachement enthousiaste pour tous les passages qui sont pas dans un monde réaliste, entre guillemets, mais tous La les forêt. passages dans New York. Voilà, la forêt a l'air cool. La forêt a l'air. Il y a vraiment plein de absurde. trucs qui ont l'air chouettes. Et par contre, les passages réalistes avec Mario qui saute à la corde avec des humains sans visage qui... Ah non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Moi, j'ai Quelle horreur. très hâte. J'ai très hâte. Je pense que ça va être un chef-d'œuvre de mauvais goût et à la fois de bon. Je pense que et rien que ça, genre cette espèce de nouveauté dans le monde Mario. Ouais. J'ai hâte parce que ça veut dire que ça nous ouvre plein de portes. Ça veut dire qu'il y aura bientôt. La porte de tous les cauchemars. Non, mais Super Mario Shinjuku. Enfin, genre, Un spin-off avec Yakuza, tu vois. non, mais Super Mario Paris. Enfin, genre on peut imaginer plein de trucs. Mario Et, Gagotoku. Oui, voilà, Yakuza. Un petit truc avec des Yakuza. Non, mais c'est vrai, genre, qu'est-ce qui peut arriver à Mario? Ça ouvre le champ des possibles. Je pense que ça peut être extraordinaire, et comme ça peut être frappadingue, quoi. Et, ouais, je pense que c'est... Bon, c'est quand même assez rare qu'il se loupe complètement avec un Mario, donc on va attendre. Ouais, mais tu vois, toute la génération des 3D World, là, il y a les 3D Land et 3D World, c'était pas du tout ma cam. L'absence de vrai Mario sur Wii U, ça a pas été génial, hein. Et en fait, 3D World, je déteste pas, hein, mais pour moi, c'est pas un vrai Mario, quoi. C'est un espèce d'ersatz, comme étaient les New Super Mario Bros, voilà. Ouais, et moi, je trouvais que tous ces jeux-là, c'était pas aussi satisfaisant que par exemple Mario Galaxy qui repose sur la même formule de il faut aller au bout d'un niveau, quoi. Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2, il faut aller jusqu'au bout du niveau, alors que Mario 64 et Sunshine, c'était un monde plus ouvert, c'est-à-dire Explore, voilà, ouais. Ouais, c'est un monde d'exploration. Et je suis content qu'ils reviennent à ça. Il y a plusieurs façons d'arriver au bout. Genre, enfin, voilà. Genre que tu balances ta casquette en boomerang et que tu sautes sur ta casquette, ça a l'air ma boule. Donc j'y crois et j'espère qu'il sortira vraiment cette année.
s'il est pas jouable à l'E3, je le sentirais mal. Et c'est quand même dommage qu'il loupe la fenêtre de sortie, quoi. Mais bon, visiblement. Ouais, mais il est pas prêt. Ouais. Bon, maintenant, on a parlé des jeux Nintendo, ce qui est généralement la raison numéro 1 pour laquelle les gens achètent une console Nintendo, mais on va parler un peu des tiers quand même. Si t'aimes pas les jeux Nintendo. D'ailleurs, je voulais juste mettre, puisque, on a dit good cop, bad cop, mais toi, est-ce que tu as acheté une console de salon Nintendo depuis la GameCube? Non. T'avais pas acheté la Wii ni la Wii? Ah non, mais la Wii pour moi était une insulte. Moi, j'ai vécu la Wii vraiment comme Nintendo me crachait au visage. À moi qui ai défendu le GameCube pendant des années, qui ai adoré le GameCube et les jeux GameCube. Je sais que toi c'était pas trop ton cas. Mais déjà, je supporte pas quand tu dis le GameCube. J'ai du mal. Bah désolé, hein, c'est comme ça. Moi. Mais tu sais qu'il y a des jeux Wii extraordinaires. Oui, c'est possible, mais le truc, si tu veux, c'est que moi, on me réclamait 249 € pour racheter une console que j'avais déjà, juste pour me la vendre avec une télécommande qui fait pouic pouic. Et moi, le motion gaming, d'une part, je déteste ça. Ça m'a pourri quand j'ai essayé de jouer au Donkey Kong Country qui était sorti sur Wii chez des amis. Le fait de devoir agiter la manette pour faire une roulade, je trouvais ça nul à yesh. Les meilleurs jeux n'utilisent pas ça. Bah heureusement, j'ai envie de dire, mais tu vois, ça m'a pourri Donkey Kong Country, donc j'ai fini par le racheter sur 3DS où il y avait plus ce gimmick à la con, et j'ai largement préféré. Non mais mec, sur Wii, il y avait Sin and Punishment qui était extraordinaire. C'est un des meilleurs jeux Treasure tout court. Il y avait No More Heroes 2 qui est vraiment super. Enfin vraiment, il y a plein de jeux. Il y a Tatsunoko vs Capcom qui est vraiment le meilleure version. Enfin vraiment, il y a plein de jeux. Il y a Xenoblade. Non mais Tatsunoko vs Capcom, moi je n'ai rien à cirer si tu veux. Ok, toi t'en as rien à cirer, mais c'est vraiment, mais vraiment c'est un super jeu. Il y avait le Trauma Center Wii qui est vraiment super. C'est presque un jeu Persona tellement il est bien. Non vraiment, il y avait plein de jeux super intéressants. Pas mal de jeux pas sortis en Occident, mais déjà il y a ça en plus parce que moi je parle pas japonais, donc il y a pas mal de jeux déjà que je peux pas faire. Non mais il était sorti celui-là. Mais vraiment la Wii c'était une bonne génération vraiment c'était une bonne génération en termes de jeux comparé à la Wii U surtout. Bah pour moi la Wii c'était une escroquerie parce que c'était la même console qu'on te revendait à 2 fois le prix juste parce qu'il y avait une télécommande avec, et j'ai refusé de souscrire à cette escroquerie. Donc j'ai zappé plein de jeux, tant pis hein. J'avais plein d'autres jeux à faire sur PC, sur PS3 et sur 3.6. Et ouais non, je pouvais pas souscrire à ça. Pour moi on me revendait la même machine. Et en plus il y avait plein de jeux GameCube du coup qui avaient été annulés pour sortir sur Wii. Je pense à Super Paper Mario que j'attendais à fond. Et bah du coup je l'ai pas fait, tant pis hein, je survivrai, mais j'ai refusé de lâcher 250 € pour un machin qui le justifiait pas à mon avis. C'était exactement le même hardware, et le fait que Dolphin, l'émulateur GameCube, ait émulé la Wii quasiment instantanément quand elle est sortie le prouve, tu vois. En plus non vraiment il y a des jeux que t'aurais adoré. Mais tu sais que ces genre jeux-là, le Sin and Punishment, je suis sûr que tu aurais kiffé. Punch Out version Wii, il est génial. Et attends, il y a Rhythm Tengoku aussi qui est vraiment mortel. Non, il y a. Mais tu sais que tous ces jeux qui sont sortis en version physique, vu qu'ils sont sur DVD, je peux les acheter et y jouer avec un émulateur. Donc à la limite, ça je peux le faire. Bah écoute, fais-toi plaisir parce que c'est des jeux en plus qui utilisent pas tous le motion gaming. Donc je le ferai éventuellement. Puis à une époque, j'avais acheté une Wiimote pour m'en servir de télécommande pour gérer XBMC sur mon PC. Donc j'ai déjà une Wiimote sous la main, donc je pourrais éventuellement le faire. C'est juste que le fait de racheter la console, moi je voulais pas. Ouais, et comme les jeux Wii U, en général, c'est des jeux qui sont limités à leur propre machine, à leur propre écosystème. Les portages sont un peu difficiles à faire en général. Ouais, donc, pour la Wii U, il y a aussi un émulateur pour Wii U, donc je regarderai à l'occasion. Mais à l'heure actuelle, la Wii U, quand j'ai besoin d'y jouer, je vais chez des amis qui en ont, et puis quand on y joue, c'est pour jouer à Mario Kart, quoi. On joue à quasiment rien d'autre sur Wii U, et puis il n'y a pas grand chose d'autre sur Wii U de toute façon. Enfin si, il y a bien Bayonetta 2, il y a bien quelques jeux que j'ai envie de faire qui sont sur Wii U, mais tu vois, à l'heure actuelle, il n'y en a pas suffisamment pour justifier que j'en achète une, et puis j'ai déjà un backlog de jeux sur Steam suffisamment conséquent pour que je ressente pas le besoin, quoi. Et puis si t'as une Wii U, c'est comme si t'avais une Wii en plus. Ouais, en plus. Mais c'est quand même une machine différente, donc si tu veux... Il y a quand même eu un saut de génération, donc j'aurais eu moins mal d'acheter une Wii U. À une époque, je l'ai envisagé, mais bon, je me suis dit que j'avais déjà assez de jeux à faire, donc. Et bah écoute, est-ce qu'on a pas... C'est vrai qu'on n'a pas parlé des... Mais c'est vrai que la Switch, pour finir là-dessus, c'est la première console Nintendo de salon depuis le GameCube que j'envisage sérieusement de me prendre.
putain, je te pensais vraiment hater sur aujourd'hui, et en fait, c'est toi qui apporte un peu le rayon d'espoir, là où moi, Mais je toi, pense tu que vas ça pas va- la prendre, toi, la Switch? Moi, je pense que ça va être la première Nintendo que je me prends pas en sortie. Pourtant, elle sort en même temps au Japon. Ouais. Donc, Ah non, pour l'instant, je la prends pas à la sortie, par contre, hein, je vais attendre. non, mais non, ouais, là, je pense que je vais attendre parce que moi, il y a que Zelda qui m'intéresse, donc je vais le faire sur Wii U. Mm. Et sinon, ouais, il y a rien qui m'intéresse dans un futur proche. Il y a rien que j'aurai le temps de faire. Et ils ont promis Dragon Quest X. Et j'espère que je pourrai y jouer depuis la France pour une fois. Bah, Dragon Quest 10 et 11, pour le coup, c'est des jeux qui pourraient me motiver à acheter une Switch, hein, aussi. Et Dragon Quest 11, ça serait Dragon Quest 11, donc ça, si tu veux espérer pour 2017. Ouais, ils ont- en Occident, je l'attends pas en 2017, Dragon Quest 11. J'ai joué à Sniper Clips, qui est un peu leur proto-jeu, ce qui va être c'est vendu sur le store. Un truc sur indé, le store. voilà, ouais. Ouais, mais c'est pas mal, mais c'est pas mal produit, c'est plutôt rigolo. Le Street Fighter, j'ai eu l'occasion de le voir, il est horrible. il est moche. Bah, en Très, fait, très moche. il a la gueule du HD Remix, donc si vous aimiez le HD Remix, vous aimerez celui-là. Si vous n'aimiez pas le HD Remix, vous aimerez pas celui-là. Et puis ils ont ajouté Evil Ryu et Violent Ken, donc qui sont juste, qui sont globalement des palettes swap avec quelques coups supplémentaires de Ryu et Ken. Ils ont ajouté un mode coop à 2 contre l'ordinateur qui rappellera des souvenirs à tous les gens qui ont joué à 2 à Fatal Fury 1. Et ils ont décidé que ça justifiait de le vendre au moins 40€, là où le HD Remix en coûtait 15 à sa sortie. Parce qu'il va bien falloir parler du pricing à un moment, c'est Bon, allez, aberrant. balance, on avait dit qu'on se gardait pour la fin. Ben, les quelques prix qu'on a pu voir sont complètement aberrants. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'ils imaginent, je sais pas ce qu'ils espèrent. Alors, c'est vrai que dans la manette, dans les Joy-Con, il y a de la technologie qu'il n'y a pas ailleurs, que c'est quand même, mine de rien, leur histoire de HD Rumble, ça doit pas être simple à faire, c'est de la précision. Qu'il y a il y a une espèce de caméra intégrée dans chaque Joy-Con, si j'ai bien compris, tu sais, où tu peux jouer à Shifumi avec ta manette, genre, super, on va pouvoir jouer à Alex Kidd sur Switch. Il y en a une qui reconnaît le NFC en plus. Voilà, il y en a, peut-être même les deux, hein. Non, je crois qu'il y en a qu'un seul côté. Il y en a qui qu'un fait seul, NFC, quand même. d'accord. Faut pas déconner. En tout cas, il y a un côté qui fait NFC parce qu'ils ont fait une démo en posant un Amiibo sur un Joy-Con. Donc oui, il y a de la techno, mais au final, tu te retrouves avec ta paire de Joy-Con à 90€. Et vendu seul, c'est 50. C'est super cher. Et pareil, le Pro Controller sera à 70. Je veux bien que la concurrence en face est à 60, mais voilà, t'as quand même une augmentation de 10€, quoi. Après, je me suis amusé à regarder les prix des accessoires. Il y a aussi le socle qui est vendu, que tu peux acheter séparément. Et je me suis dit, ça se trouve, Il a si 90, non? Si tu achètes tout séparément, en fait, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Oui, bien sûr, ça vaut le coup de prendre la console dans le pack, mais ils vendent un socle supplémentaire, et le socle supplémentaire à combien? 70, 90? Ouais, je crois que c'était 80, un truc comme ça. Est-ce qu'il pour un bout de plastique avec un ventilateur dedans? Parce qu'a priori, il Non, n'y a pas alors, grand-chose de plus dedans. Oui, et puis il y a une prise HDMI, il y a les prises machin, enfin. Ouais, il y a de la connexion, quoi. Ça reste cher quand même, hein. Enfin, je veux mais dire, surtout, pourquoi acheter un socle? On s'en fout, à part si tu le pètes. Bah, non, moi je peux voir l'intérêt. Par exemple, j'en mets un chez ma copine et j'en ai un chez moi et je peux trimballer ma console entre chez elle et chez moi, tu vois. Ah, ouais, mais bon, je pense que tu passeras plutôt par USB. Si c'est vraiment, ça se peut charger par USB. Ouais, mais t'as toujours le confort, t'as quand même le confort de jouer sur la télé, donc je peux voir l'intérêt pour voilà. Genre, et que t'es enfant de parents divorcés, t'as un socle chez ta mère et un socle chez ton père. Enfin, tu vois, il y a des applications trouvables. Donc tu veux que je te dise, justifie. tu veux ce qui me fait ce qui me fout les boules, c'est que Iwata avait une super analyse du marché. Il se rendait compte que le mobile était omniprésent, qu'il y avait de plus en plus de tablettes, que les gens ont de moins en moins d'argent à consacrer aux jeux vidéo, qui devient de moins en moins cher en fait, puisque tu peux toujours accéder à des jeux pas chers, à des jeux d'occasion, les jeux, en plus t'as les jeux mobiles où tu payes pas, enfin t'as de nouvelles économies pour le jeu vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont lancé Super Mario et qu'ils font plusieurs tentatives de jeux. C'est pour ça que Splatoon 2, honnêtement, s'il était free to play, ça me choquerait pas, mais je pense pas qu'il le sera. Non, bien sûr que non. Et donc, les observations d'Iwata, en tout cas, étaient assez limpides, quoi. Il y a de moins en moins de gens qui vont acheter des consoles de jeux vidéo, donc il faut au moins les inciter par de la nouvelle techno, par du gimmick, par des choses, enfin, tu vois, il faut vraiment aller chercher le consommateur, voilà, ouais, parce il faut que aller chercher le conso. Les gens ont de moins en moins d'argent à mettre dedans, et là, les tarifs. Donc, oui, et donc le principe, c'est quand même de faire une console
accessible pour que les gens puissent l'acheter. Et avec la Wii, ils avaient cartonné puisqu'elle était qu'à 250 Elle euros. était beaucoup moins chère que la concurrence. Pour des raisons simples, hein. C'est qu'elle était encore 2 fois trop chère par rapport au matos, mais... La Wii U était à 300, donc ça lui a pas porté chance. Et Non. là, elle est encore plus chère, elle est à 330, vraisemblablement, si j'ai bien compris. Alors, elle est à Puisque $300 aux US hors taxe, et j'ai fait le test, du coup, avec les taxes en Californie, je me retrouve à 330. Ouais, voilà, 330. En France, elle sera à 330 aussi. Ouais. Donc, en 2017, les gens qui sont prêts à payer une console plutôt pour enfants, puisque c'est fait pour les enfants, a priori, en plus, comment dirais-je, ouais, enfin le truc parental, enfin le contrôle parental prouve un peu plus, Bah, ils visent prouve quand même un un peu peu les plus enfants. que c'est public enfantin. Et puis bon, c'est quand même Mario, Zelda et tout ça, c'est quand même des figures qui sont accessibles aux plus jeunes. Et puis Nintendo, c'est quand même, je veux dire, si t'as des enfants ou si t'as un ami qui te demande quelle console prendre pour ses enfants, tu vas évidemment lui dire Nintendo. Ouais. Enfin, tu vas te tourner vers Nintendo de base. C'est là quand même la réponse simple. Mais on est en 2017, on est en 2017 si tu proposes une console, parce que c'est toujours la même chose, hein. Pendant la première année, les gens gueulent qu'il n'y a pas de jeu, et le problème c'est que les gens gueulent de plus en plus, genre dès qu'il y a un mois de battement, alors, et aujourd'hui c'est comme si une console ne pouvait plus se permettre ça aujourd'hui. Ouais. Et là, c'est ce qu'il va avoir. On va avoir le même cycle que la Wii U. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on est rentré dans un autre cycle à la Wii U avec la Switch, en fait. Bah, Déjà qu'en plus, enfin, enfin, que la Switch devienne une console de complément, que la PS4 soit la console centrale et... Moi, j'espère qu'ils ont tiré des ouais. leçons de la Wii U, quand même, qu'ils ont appris des trucs. Mais oui, mais pas en termes de pricing, pas en termes de pricing. Mais si en tu termes veux, de pricing, ils sont mais full gogol, quoi. Ils font n'importe quoi en termes de pricing. Si tu veux conquérir les marchés aujourd'hui, il faut aller les chercher, il faut leur donner envie, il faut pas leur dire ah mec, si tu veux ta manette supplémentaire, 80 €, quoi. Ah, 80 €, c'est genre si en plus t'as 2 gamins, ta console elle arrive à 500 €, ouais, voilà. à 500 € avec un jeu et demi. Et puis les gamins, ils vont les perdre, les Joy-Con. Enfin, je veux dire, nous encore, c'est pas garanti, mais les enfants, ils vont les perdre. Moi, c'est sûr que j'ai peur. Et à ce prix-là, c'est sûr que tu vas hésiter 2 fois, quoi. Le gamin, il va en perdre un, il va en perdre 2, puis à un moment, tu vas dire bon, bah c'est fini les conneries, quoi. Tu lui prends un Pro Controller et terminé. Et en plus, le marché de la tablette a tellement, enfin, en plus, il est saturé maintenant. C'est bien le problème des ventes de l'iPad qui descendent. C'est que tout le monde a commencé à avoir une tablette. Il n'y a pas de raison d'avoir du matos supplémentaire qui ressemble à ça. Moi, je suis très perplexe quant au positionnement du prix. Et c'est ce qui fait que je vais sans doute pas en acheter une, quoi. Et je comprends la volonté de Nintendo de pas vouloir déprécier le prix des jeux parce que c'est leur business, mais le problème c'est qu'à l'heure actuelle le marché il va pas dans leur sens et que pourtant, les gens Fire Emblem... ouais, excuse-moi. Pourtant Fire Emblem Warrior, ça me donne envie. Enfin, tu vois, genre j'ai vraiment envie d'y jouer, quoi. Bah ouais. Mais je suis tu vois, j'ai d'un côté envie d'avoir la console parce que j'adore le concept. Je trouve le concept vraiment chouette. Je pense que s'ils vont vers une convergence et qu'ils sortent pas de console portable pour faire suite à la 3DS, parce que ça serait logique, leur difficulté ça a été qu'ils avaient du mal à alimenter les deux consoles, donc là en faisant qu'une, qui soit à la fois portable et de salon, ils auraient moins de mal à alimenter la machine régulièrement avec des sorties Nintendo, parce que c'était quand même un problème majeur. Sur 3DS, ces derniers temps, j'ai pas vu beaucoup de jeux qui me donnaient vraiment envie qui sortaient de chez Nintendo, si tu veux. Et c'était un gros problème pour eux, c'est qu'ils avaient, mine de rien, pas tellement de gens pour bosser sur suffisamment de jeux pour alimenter les machines, quoi, à partir du moment où les tiers les désertent. Donc, écoute, ouais, vas-y, finis. Donc là, voilà, en faisant cette convergence, ils s'assurent une certaine tranquillité de ce côté-là, ils vont avoir suffisamment d'équipes. On sait toujours pas ce que font Retro Studio, par exemple. Les mecs, depuis Donkey Kong, on sait pas sur quoi ils bossent. On imagine qu'ils bossent sur un jeu Switch, mais on n'a pas d'infos. Donc ils doivent avoir quand même suffisamment d'équipes pour alimenter une machine. Maintenant, si ils décident finalement que en fait non, il faut une vraie portable, je sais pas ce qu'ils vont faire, je sais pas vers quoi ils s'orientent. Est-ce que ils vont abandonner le marché de la portable pour faire du tout mobile? C'est encore vachement prématuré pour le dire. Donc ouais, il y a des raisons de s'interroger. Moi, la console m'attire, j'aime le design, j'aime le concept, mais ce dont j'ai peur, c'est que au bout d'un an, une fois de plus, les tirs lâchent le navire et que Nintendo débranche la prise au bout de 2, et que je me retrouve avec une belle machine avec pas grand-chose dessus, quoi.
Écoute, après l'avoir essayé, je me suis dit, et pourtant c'est bizarre parce que je pensais exactement le contraire avant d'essayer, de voir ce que c'est et de l'essayer. Ouais. Je me disais, ça y est, on va se débarrasser du marché portable, d'espèce de double marché, ça va filer vers un marché unique Nintendo et ça va faire plus de développement. Là, je suis presque à me demander si ça vaudrait pas le coup de refaire une nouvelle console portable et ok, ça vous est vaincu sur le marché du salon parce que ça va être, c'est super tendu, quoi. Enfin, je vois pas comment les gens pourraient mettre encore 300 € là-dessus. Ouais, mais moi, si tu veux, je vois pas des gens. Enfin, c'est vrai que les 3DS se vendent encore, hein, mais honnêtement, se mettre full portable à l'heure du smartphone, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais sur quoi ils vont sortir leur prochain Pokémon, quoi, par exemple. Bah, sur smartphone. Ouais, c'est pas la perspective que j'espérais en voyant les premières images de la Switch. Je suis très perplexe sur la bécane. Évidemment, je pense que je l'achèterai au long terme, mais c'est vraiment ça me fait zéro envie, et d'autant plus les gens me disent, oh là là, Zelda sur petit écran. Non, je préfère jouer à Zelda sur grand écran, parce que ça sert à rien d'avoir un grand jeu avec de l'espace et de la profondeur de champ si c'est pour y jouer sur un écran minuscule. Sur un écran minuscule. Et pour avoir fait beaucoup de Dragon Quest 11, je sais un truc, c'est que les petites typos sur des écrans comme ça, sur des trucs qui sont pensés sur des grands écrans, ça finit toujours par me fatiguer, en fait. Alors et ça donc, dépend quand, enfin ça dépend voilà de la définition de l'écran. Je me rappelle, moi j'ai fait Mother 3 sur Game Boy Micro. Et ça passait vraiment bien, et quand l'écran est suffisamment fin, et l'écran du Game Boy Micro est vraiment vraiment super chouette, donc ça passait bien. Maintenant c'est sûr que pour un jeu qui est censé être une machine qui est censée être hybride entre écran géant HD et puis la petite écran de 6 pouces, bah ouais, je sais pas comment ça se passe, si les inscriptions à l'écran sont... Est-ce qu'il y a une différence de taille au niveau du texte à l'écran entre l'écran LCD et l'écran HD? J'ai pas joué à ces séquences de texte, en fait. Il y a assez peu de texte, en fait, dans Zelda. Parce qu'une solution serait faire du texte de taille différente, en fait, en fonction de quel support tu utilises. Bah ouais. Mais bon, après, l'écran, il est super. Vraiment, c'est un écran très, 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 très fin et tout. Ça, du point de vue technique, il y a pas de problème. C'est juste que je préfère toujours jouer au jeu dans le meilleur confort possible. Et pour moi, c'est le grand écran, ça me paraît quand même le meilleur confort. Donc, pour résumer nos positions à la fin de nos impressions, c'est que toi, moi je dis oui, mais pas Day One. Enfin, je dis pourquoi pas, mais surtout pas Day One. Moi je dis bof, mais surtout pas Day One. C'est-à-dire, et ça sera la première console Nintendo que je prendrai pas Day One, parce que c'est beaucoup de thunes quand même. C'est beaucoup de thunes, et puis ça passe ou ça casse là. S'ils se foirent, honnêtement, est-ce qu'ils vont continuer à être consoliers? C'est pas garanti. Moi, je suis confiant qu'ils vont quand même consolider ça, parce qu'ils ont plus qu'un seul front pour l'instant. Mais je suis assez confiant là-dessus. Mais par contre, en termes de lancement, en termes de sélection de catalogue de lancement, One to Switch, ARMS et tout ça, ça fait pas rêver. Ça me fait pas rêver. Et tu vois, s'il y avait au moins un Wario, tu vois, par exemple, Wario pour un début de console, je trouvais ça toujours chouette, parce que ça montrait bien les capacités de ce que tu achètes. Et là, ça va être quand même des mois un peu vides. Puis on a quasiment pas parlé des jeux des tiers. J'avais un Mario 60, mais si j'avais un Mario 64 pour me faire un peu rêver et qui me dure 3 mois, je préfère un grand jeu plutôt que plein de petites merdes, en fait. Et le grand jeu, je l'ai déjà sur et c'est vrai que là, en matière de plein de petites merdes, Puyo Tetris, je veux dire, chouette, mais j'achète pas une console pour ça, quoi. Enfin, honnêtement. Ouais, et surtout tu l'as sur 4 autres consoles. Et puis Skyrim, enfin, qui a envie de jouer à Skyrim sur Switch, sans déconner, quoi. Enfin, c'est naze. Bah, surtout que toi qui t'y connais sur PC, moi je connais moins Skyrim, mais c'est un jeu qui a 5 ans. C'est un jeu qui a 5 ans. C'est un jeu qui est sur PC, tu peux modder dans tous les sens pour le rendre super joli, et même sans le modder de base, il est déjà vachement plus joli que ce qu'on a vu là. C'est un jeu qui vient de ressortir en version remastered sur PS4 et Xbox, et même sur PC. Là, ce qu'on a vu, c'est pas beau, quoi. C'est la version 360 d'origine, sans mode, sans rien. Donc ça fait pas rêver. Et je pense que tous les gens qui voulaient jouer à Skyrim à l'heure actuelle, soit y ont déjà joué, soit l'ont acheté sur Steam pendant des soldes et attendent de le faire un jour, quoi. Enfin, tu vois, je pense que Skyrim fait rêver personne à l'heure actuelle. Enfin, sur Switch en tout cas. Bon, ce qu'on peut dire, c'est Nintendo essaye de nous faire rêver en 2017. Ils essayent. Ils ont essayé en faisant venir Suda Goichi
et Nagoshi sur scène, mais je veux dire, Sudagoichi, il a juste montré un artwork de Travis de No More Heroes en disant mais vous inquiétez pas, on va faire un jeu. Et puis le mec de Sega, il avait rien, quoi. Et c'est ça qui est fou, on a fait venir un mec pour dire rien. C'était incroyable. Ouais, mais ils ont pris ce qu'il y avait en gros soutien. Mais en plus, Suda, tu sais quoi, en plus, j'y jouerai à No More Heroes 3, je suis sûr que ça sera super. Si j'ai la Switch, ce sera l'occasion de jouer à un No More Heroes. Pour moi. Ah, mais No More Heroes, c'est vraiment super. Mais ouais, c'est 2017, peut-être 2018. Ouais, 2017, c'est optimiste, donc, vu que les mecs, ils avaient même pas un artwork à montrer, en tout cas pour Nagoshi, c'est chaud, quoi. Et dernier truc, oui, Xenoblade 2, j'ai pas compris pourquoi ils ont insisté pour montrer du in-game alors que ça allait à 10 frames par seconde, ça donnait vraiment pas envie. C'était vraiment curieux comme choix. Et puis, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Tu sais que Xenoblade, en plus, je suis pas sûr qu'il le sorte cette année, déjà, c'est chaud. Non, il est pas prêt. Voilà, vraiment, il y a du boulot, là. Et en plus, bon, après, c'est Xenoblade, quoi. Mais j'adore Xenoblade 1er, Xenoblade Cross, qui est vraiment un trip. Mais là, ça a l'air d'être un peu la suite bricolée. Je sais pas si tu as fait Grandia, mais ça me fait penser un peu à Grandia 2, ce qui est Grandia 2 est pour Grandia 1, c'est-à-dire la suite commerciale, c'est-à-dire il faut faire le 2 parce que le 1 ça a bien marché. Et ouais, mais au moins comme il sera pas Region Lock, tout le monde pourra y jouer. Ouais. Enfin, s'il est traduit. J'ai oublié l'espèce de projet en 2D 3D pixel art de Square Enix là, j'ai oublié le nom, c'est Octo quelque chose. Pourquoi pas, avec les artworks qui rappellent Bravely Default, pourquoi pas, faut voir. Ah, mais c'est l'équipe. C'est l'équipe de Bravely, ouais. C'est Octopath Traveler, et tu as l'impression que c'est le même mec qui a trouvé le titre de. Ouais, le titre est vraiment trop chelou. C'est Octodad RPG. Octodad RPG, voilà. Je l'appellerai comme ça. Octopath Travelers. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la suite. Je pense qu'on reparlera pas de Nintendo avant Zelda. Ouais, on attendra au moins Zelda pour reparler de Nintendo. Là, on a fait 1h10. Je pense qu'on a bien parlé. Et on a à peu près fait le tour. Et je pensais que tu allais être notre hater et que moi j'allais être le gentil. En fait, on est tous les deux mitigés. Écoute, on attend. Le prisme s'est inversé. Je pense qu'on peut passer à nos recos. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes? On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Et comment tu comptes? Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les 2 derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. After Eight, vous le savez, c'est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations après avoir balancé beaucoup de hate. Alors Quix, dis-moi, qu'est-ce que t'as à recommander cette semaine? Alors moi, je vais faire mentir un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais recommander un jeu 3DS que j'ai acheté hier, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup y jouer. Mais alors moi, j'ai recommandé un jeu et Switch. Je sais même pas depuis combien de temps il est sorti en plus parce que je connaissais même pas son existence. Je suis tombé dessus par hasard sur Amazon et je me suis dit ouais, pourquoi pas. J'ai regardé les reviews et en fait elles étaient bonnes. Et hier, il y avait une promo sur l'eShop, donc je l'ai pris. C'est River City Tokyo Rumble. Alors, est-ce que tu connais la série des Kunio-kun, Daniel? Bien sûr, j'adore Kunio-kun. Enfin, j'adore pas y jouer, mais j'adore les Kunio-kun. Donc Kunio-kun, à la base, c'est quand même une série qui a été initiée avec Renegade, on peut le dire, par... ça y est, j'ai oublié son nom. Le créateur de Double Dragon, bordel. Yasuhisa Kishimoto. Kishimoto. Et donc Kunio-kun, qui est assez connu. Son épisode le plus connu en Occident, ça va être River City Ransom, qui est donc sorti sur NES à l'époque. Il y a un River City Ransom EX, je crois que c'était sur DS. Et là, River City Tokyo Rumble, qui est donc un nouvel épisode sur 3DS, qui est donc un beat'em all un peu débile, assez drôle. Et j'ai pas suffisamment joué pour pouvoir dire en gros combien il y a de niveaux et tout, mais on retrouve le gameplay de Renegade, de River City Ransom, pardon, c'est River City Ransom, le titre NES. Et c'est très très sympathique. Alors évidemment, si vous avez pas d'argent, vous allez plutôt prendre Street of Rage 3D, Street of Rage 2 3D sur 3DS, mais il est je l'ai eu à $21, donc c'était une excellente affaire. Il y a un mode dodgeball parce que il y a eu plusieurs jeux. Le dodgeball. Ouais, donc balle aux prisonniers. Il y a eu plusieurs jeux de dodgeball basés sur les mêmes sprites. Il me semble que Nintendo World Cup à la base au Japon était un jeu Kunio-kun de foot, si je ne m'abuse.
Ou peut-être que je dis complètement n'importe quoi, mais il me semble que c'est un jeu Technos. Et il y a un mode Rumble, comme son nom l'indique, qui reprend un peu... c'est une sorte de Smash Bros-like. Et que dire de plus ? Si on active la 3D, ça donne un petit côté diorama avec des persos plats en 2D sur un décor en relief. C'est très rigolo à activer. Moi perso, je suis un des rares défenseurs du relief sur 3DS, donc honnêtement, j'ai trouvé ça chouette. Voilà, River City Tokyo Rumble, si vous aimez les bons petits beat'em all sympathiques, il est à pas cher en ce moment. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu une promo, donc essayez de voir s'il est dispo sur l'eShop français. Je sais même pas si le jeu est sorti en France, donc c'est un peu con. Je suis peut-être en train de parler pour rien, vu que la 3DS est zonée. Voilà, c'était la bonne blague de Nintendo. Écoutez, regardez s'il existe chez vous, River City Tokyo Rumble, et jetez-y un œil. Eh ben écoute, moi je vais recommander un film pour une fois, et c'est une comédie française. Oh là là. Enfin, une comédie dramatique, mais bon, c'est Ouvert la nuit de Edouard Baird, avec Edouard Baird, et un film sur Edouard Baird, et la clique d'Edouard Baird. Rien que ça, tu m'as vendu le film déjà, j'adore Edouard Baird, donc... Bah voilà, alors si t'aimes Edouard Baird, tu vas adorer, si tu n'aimes pas Edouard Baird, tu vas détester. Ah, je suis super client, j'étais allé voir avec un pote sa pièce de théâtre, la formidable vie de Luigi Prizzotti, et c'était extraordinaire. Eh ben, figure-toi que le héros, il s'appelle Luigi, évidemment. Eh ben voilà. C'est Edouard Baird. C'est Edouard Baird, et c'est exactement le déclinaison de son personnage à la télé, un battleur, fort d'orgueil, qui toujours à la limite de l'improvisation tout le temps. Ah, je suis même pas sûr que ce soit un personnage, je pense que c'est vraiment comme ça. Il est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours, je pense. Tu crois qu'il est comme ça? Ah, je suis à peu près sûr qu'il est comme ça. Et c'est un film à la fois un peu irritant, quoi, mais assez réjouissant. D'accord. Puisque c'est vraiment tout son univers, et son univers, il est basé sur sa mégalomanie et sur la manière qu'il a d'humilier les gens aussi, puisque c'est un peu comme toutes ces comiques de troupe, je sais plus, que ça aille de la bande d'Edouard Baird, la bande à fils, toujours, il y a un chef et il humilie un peu tout le monde. Ouais. Et là, c'est un peu ça tout le temps. C'est lui qui est génial. Et le message du film, c'est qu'apporte, de toute manière, c'est un génie. Il peut s'autoriser à faire n'importe quoi. Et à la fin, les gens vont l'applaudir quand même. Ouais. C'est une espèce de traversée de Paris mégalomane. Et si tu trouves Edouard Baird irritant et mégalo, et ben écoute, c'est exactement ça que tu vas trouver. J'ai trouvé ça assez rigolo, et surtout que c'est le premier film qui l'amène à son terme, en fait, puisque tous ces films, ils ont toujours été sabordés à mi-longueur. On se souvient de La Bostella, par exemple, ou le suivant, merde, j'ai un trou de mémoire sur le suivant, peu importe. C'était des films qui, en général, vers 40 minutes, 40 minutes, ils se rendaient compte qu'ils étaient dans un film, et ça devenait quatrième mur tout de suite, et ils s'abordaient son propre film. D'accord. Là, le film, il le tient sur toute la longueur. Donc c'est assez rigolo, en fait. Il y a vraiment des moments où tu rigoles parce qu'il tout d'un coup il voit passer un mec et dit oh là là, je voudrais te peindre, genre complètement gratuitement. Et ce qui me rappelle un moment, il était à Cannes c'était son époque avec Harry Wiesman, et ils étaient en full impro, et il y a un moment, il y a une séquence complètement hallucinée où il est entouré par que des mannequins qui parlent sans doute à peine français, qui sont là-bas pour Cannes, tu peux t'imaginer, le festival. Ouais, les starlets. Il est là, les starlets, et il est au milieu de toutes ces bombasses, et il est en train de leur dire mais vous pensez pas que c'est Philippe Seguin qui incarne le mieux la relève du RPR? Et ben, si tu aimes ce genre d'humour un peu décalé, et ben tu vas aimer Ouvert la nuit d'Edouard Baird. Donc toi écoute, on s'en fout de la 3DS, toi tu peux pas le voir parce qu'il est en France en ce moment. Et peut-être qu'un distributeur américain réussira à me le ramener dans une salle à réessai ou un truc comme ça, et j'arriverai à le voir. Highly unlikely, je vais te le fournir en DVD quand il sort. J'attendrai la VOD ou le DVD, ouais. Bon, c'était la fin de notre 30e épisode, un peu spontané en réaction à la Switch, et il faut bien un dire. peu long par rapport à... On avait des trucs à dire. On avait quelque chose à vous dire. Dis-moi, Quix, où peut-on te capter? Alors, on peut me retrouver sur Twitter, KWYXZ, sur Gaming Since 98X avec mon tuto pour le montage de mon tabletop arcade, aussi sur Geekzone, et puis sur les forums de Gamecult. Daniel, où peut-on te retrouver? Eh bien écoute, tu peux me retrouver sur Twitter, Camerobotics, où j'ai toujours des choses à dire. Quelque chose à te dire. T'as toujours quelque chose à nous dire. Et vous pouvez me retourner bien entendu sur... on peut te retourner, oui.
On peut me retrouver sur After Eight, sur Super Ciné Battle. Et le savais-tu, j'ai lancé enfin, c'est pas mon initiative, je participe à un podcast que je présente et que j'organise, puisque c'est un podcast consacré à la comédie française, figure-toi, ça s'appelle MDR. On vous mettra le lien. Quel beau titre. Le lien dans le MDR, le podcast de la comédie française. Je devrais dire plutôt des comédies françaises, parce que la comédie française, on pense tout de suite à la comédie française, voilà. La comédie française. Non, c'est les comédies françaises. Daniel Andreev de la comédie française. Le premier épisode, on a allumé la dernière comédie avec Jean Reno. La deuxième, on a fait un. Putain, t'es vraiment vache avec Jean Reno. Le deuxième, je dirais que tu l'aimes pas. C'était avec Camille Chamou et c'était un truc de fille avec Jennifer, mec. Jennifer qui fait du cinéma. Oh merde. C'était nul. Ah, quelle surprise. Et je pense que le troisième, on va faire Edouard Baird quand même parce que c'est un film. Histoire de parler d'un bon film. Un film assez chouette parce qu'il y a aussi des bonnes comédies françaises. Mais voilà, donc c'est mon projet. En fait, l'argument, et je leur dis pas, mais c'est qu'en fait, moi d'habitude, les comédies, je vais les voir tout seul, mais là, ça me permet de partager un peu tu trimbales des gens avec toi, oh là là. En fait, c'est ça, t'as fait un podcast uniquement pour pas te retrouver tout seul devant ces films de merde. Donc si vous voulez écouter les 2 premiers épisodes, devraient déjà être en ligne au moment où vous écoutez cet After Eight. On vous mettra les liens sur le site internet. Pour After Eight, c'est que vous pouvez nous retrouver sur le site after8.fr où vous pouvez télécharger ou streamer l'épisode. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes. Sur YouTube. Sur YouTube, où on apprécie que vous mettiez des commentaires et des petites étoiles sur iTunes et sur YouTube. Oui, on apprécie tout. Allez, on prend tout. On prend tout parce qu'on est qu'amour finalement. On est comme ça. Et on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode et on vous embrasse très fort. Des bisous, salut. Ciao. T'es con. J'attendais. Tu bouges sur ton siège ou c'est ton beat qui fait ce bruit-là? Non, j'ai pété et j'ai bougé sur mon siège. Alors ça va en fin d'épisode. Si tu veux.